Bem-vindo a todos e a todas. É um prazer participar com vocês do primeiro Congresso Internacional Ambiente e Sustentabilidade. Agradeço pelo convite de participar desse grande evento. Sou o professor Joácio Moraes, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal da Paraíba, e vou apresentar aqui a gestão dos resíduos sólidos urbanos na nossa universidade. Primeiramente, eu gostaria de apresentar a nossa universidade, localizada na cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, e a gente hoje tem 40 mil alunos, aproximadamente 3.500 técnicos e 2.600 professores trabalhando dentro da nossa universidade. Então, significa que tem um porte, a nossa cidade universitária tem um porte de muitas cidades do Brasil. A gestão dos resíduos sólidos dentro da nossa instituição representa uma gestão muito importante, um trabalho grandioso e tem que ser feito com muito cuidado. Então, está o nosso campus, então, as imagens aqui, esse mapa, concentrado aqui Centro de Tecnologia, Centro de Ciências Exatas e Naturais, Medicina, todas as áreas com as universidades federais do país. Qual foi a motivação para a implantação da gestão ambiental no nosso campus? O Decreto Presidencial 5.940, de outubro de 2006, que instituía a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal, direta ou indireta, na fonte geradora e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis e da outras providências. Esse era o decreto. Então, a gente, como instituição pública federal, éramos obrigados a cumprir esse decreto. Levou um certo tempo para a organização dentro da instituição, e em 2009 foi criada a Comissão de Coleta Seletiva, a qual eu presidi. Foi feito todo o planejamento para a implantação da coleta seletiva, e em seguida, em 2013, a administração central, a reitoria, ampliou esse trabalho ambiental dentro da instituição e criou a Comissão de Gestão Ambiental. E eu fui convidado para presidir essa comissão, que permaneço até hoje na Comissão de Gestão Ambiental. Então, eu vou apresentar aqui para vocês um panorama geral, com foco na parte de resíduos, é esse o tema da nossa conversa. Então, eu vou apresentar a Comissão de Gestão Ambiental, focando nos resíduos sólidos. Então, o primeiro programa criado foi a coleta seletiva na universidade, ainda na comissão de coleta seletiva lá em 2009. Tivemos uma primeira etapa que foi o diagnóstico. Pelas imagens, a gente vê aí como era organizado a nossa coleta de resíduos. Então, eram bombonas de 200 litros, na sua grande maioria não tinha espaço suficiente para condicionar todos os resíduos gerados dentro do campus. Então, a gente fez uma coleta da totalidade, fizemos a caracterização da totalidade dos resíduos gerados em uma semana na universidade. Tá aqui essa imagem aqui acima, a gente consegue ver tudo organizado aí para a gente começar a etapa 2, que é o planejamento. A gente pode ver a parte de triagem sem emoção ou com emoção. Tivemos a participação e colaboração dos alunos de engenharia ambiental, e aí a gente fez a caracterização de todo o resíduo gerado na universidade, para assim dimensionarmos a nossa coleta seletiva. Para quem conhece, nós utilizamos o método francês MODECON de caracterização de resíduos sólidos, distribuindo em diversas
categorias para podermos planejar a nossa coleta seletiva. A terceira etapa foi a implantação. A gente contou com a aquisição de novos coletores para se colocar nas passarelas, corredores, pracinhas e também containers. Escolhemos 2 cores, porque já existia um coletor na universidade, que era o azul, a cor da instituição. Adquirimos apenas o verde e fizemos a adesivagem, a colagem de adesivos nos containers e coletores. O azul, o antigo lixo comum, e o verde, o novo material reciclável. Então, a gente começou o trabalho em parceria com a Associação de Catadores, conforme previa o Decreto Presidencial 5.940, e aí essa parceria continua até hoje na nossa instituição, logicamente, obedecendo o decreto, fazendo chamados, editais de chamamento de seleção de novas associações ou cooperativas de catadores. Ainda na fase de implantação, colocamos também a coleta especial do papel, que é o material mais produzido dentro da universidade. Aqui a gente consegue visualizar o mapa da instituição com os pontos, esses pontos azuis, de distribuição dos contêineres para a coleta específica do papel. Fizemos o mesmo monitoramento para os outros contêineres e coletores dentro da instituição. A quarta etapa foi o monitoramento e educação ambiental. Contamos novamente com a colaboração de alunos de diversos cursos, principalmente engenharia ambiental, mas vários alunos se sensibilizaram com o tema e trabalharam junto da comissão de coleta seletiva. A gente está vendo aí as imagens de panfletagem, visita às salas de aula e bate-papo entre alunos nas horas vagas para divulgar e sensibilizar sobre a questão ambiental. Foi feita também a capacitação dos agentes de limpeza terceirizados. A universidade conta com essa equipe, são eles que estão no dia a dia na luta com os nossos resíduos, então foi feita a capacitação com essa equipe também. A parte da implantação da coleta seletiva, conforme falei no início, a reitoria implantou a Comissão de Gestão Ambiental. Então, ampliamos para outros projetos dentro dessa comissão. Como eu falei, vamos resumir a apresentação aos programas ligados a resíduos. Então, quais são eles? Resíduos especiais, lâmpadas fluorescentes, resíduos da construção civil, resíduos químicos e de serviço de saúde, resíduos eletroeletrônicos e compostagem, que a gente tem fragmentos da Mata Atlântica e muita serrapilheira dentro do nosso campus. Então, vou mostrar um pouco como a gente faz essa gestão dentro da nossa instituição. Lâmpadas fluorescentes, grande problema que a gente tinha dentro do nosso campus. Nós temos mais de 45 mil pontos de luz, os alunos fizeram esse levantamento, esse trabalho, em cada bloco, em cada sala, e contabilizamos isso. Desses 45 mil pontos, quando havia troca dessas luminárias, dessas lâmpadas, grande parte era descartada de forma irregular. Então, as imagens aí mostram o que era, está no passado, essa situação, mas era um caos dentro da instituição. Com o programa, a gente dimensionou um local, uma área para estocagem desse material, primeiramente colocado em caixas, em cada setor, mapeado essas quantidades, transportado para o nosso local de armazenamento e, em seguida, a destinação dele, que é o tratamento através de uma máquina, vulgarmente conhecida como papa-lâmpadas, que faz a trituração desse produto e succiona toda a parte poluente, né, o fosfórico e mercúrio que está contido dentro desse material. Então, a gente faz a coleta e a destinação
desse material dentro da UFPB. Outro produto, outro programa que a gente trabalha ainda, é a gestão dos resíduos da construção. Temos muitas obras de ampliação dentro do campus, e aí a gente teve que ordenar um pouco essa questão. Tinham também, da mesma forma com as lâmpadas, muitas áreas poluídas com esse tipo de resíduo. Então, a gente teve que fazer algumas modificações junto à prefeitura universitária, que faz a gestão do material. Começamos com as licitações. Foi inserida na planilha de custo, o pagamento das empresas contratadas, o item transporte de resíduo da construção, que não existia. Então, final de obra, era colocado num monte e abandonado, esquecido pela construtora. Então, a gente acrescentou esse item para, durante a execução da obra, eles irem já transferindo esse material para as usinas de beneficiamento aqui da nossa cidade, no município de João Pessoa. Outra questão, que foi também bastante discutida com a prefeitura universitária, foi o licenciamento ambiental dessas obras. Hoje, todas as obras da universidade são licenciadas pelo órgão ambiental estadual, SUDEMA. Com esse licenciamento, as construtoras são obrigadas a fazer a segregação do material, acondicionar em caçambas estacionárias, como essa aqui da foto, da imagem, e transferir para as usinas. Com isso, diminuiu bastante o nosso problema com os resíduos da construção e, atualmente, estamos com um trabalho junto ao Laboratório de Materiais de reaproveitamento desses resíduos gerados nas obras dentro do campus. Passo agora para a gestão de resíduos químicos. Também um grande problema, né, o abandono, pelas imagens aqui, estocagem de forma inadequada desses resíduos perigosos. Então, tivemos que tomar algumas medidas para mudar esse quadro. Começando com a coleta desse material. Né? Nada de se jogar na pia, nada de se estocar em salas fechadas. Então, foram adquiridas bombonas para separar o material produzido nos laboratórios e nas clínicas. E contratamos uma empresa terceirizada para transportar os resíduos perigosos gerados nos nossos laboratórios. Eletroeletrônico, todo mundo sabe que é um grande problema mundial, a crescente quantidade desse material, sempre crescendo, e a dificuldade do destino adequado. Nós tínhamos nos nossos galpões empilhados aí, abandonados, esses materiais ditos inservíveis. No entanto, grande parte deles poderiam ser recuperados. E aí foi quando a gente começou a implantar o nosso centro de recuperação de computadores. Inicialmente, uma triagem, identificar qual é o problema desse equipamento, se é uma fonte, se é uma memória, e aí, com isso, a gente poder tentar recuperar uma máquina ou outra quando ela dava problema. Estamos em fase agora de implantação de uma plataforma de troca de componentes. Os diversos centros que têm esses centros de recuperação de computadores, lá no Centro de Tecnologia, lá em Medicina, lá em Farmácia, cada um agora vai poder se comunicar com os demais colegas e trocar componentes. Se está precisando de uma memória, se está precisando de uma fonte, a gente vai tentar, dentro da instituição, fazer essa troca desses componentes e recuperar o máximo de máquinas possível. Outro programa que a gente implantou foi a compostagem. A gente tem, como falei no início, fragmentos da Mata Atlântica dentro da nossa instituição e aí muita produção de serrapilheira. No entanto, grande parte dessas áreas eram varridas. E aí, como a gente vê aqui nessa imagem, uma área de solo degradada, né, sendo varrida. A gente fez duas medidas para diminuir esse problema. O primeiro, manter a serrapilheira em locais onde poder recuperar as áreas, que é aí nas áreas de solo, e varrer única e exclusivamente
a área de estacionamento, passarelas, praças, onde tem área construída. Todo esse material varrido, que antigamente era ensacado e enviado para o aterro sanitário, hoje é colocado em grandes composteiras que ficam, né, se degradando naturalmente, sem manejo, durante aí 6, 7 meses, e depois a gente utiliza esse material, esse adubo orgânico, para o nosso trote verde. Nós fazemos com os feras, a chegada à universidade, um trote verde, bem natural, que é o plantio de mudas. Então, a gente consegue ver aqui no nosso mapa da instituição, essas áreas mais escuras verdes são os fragmentos, e fazemos o plantio de mudas para adensar algumas áreas onde ainda não tem mata fechada. São os feras que fazem isso aí através do plantio dessas mudas, utilizando o orgânico gerado na nossa instituição. Para concluir, a gente também trabalhou com desfazimento de bens. O nome não é bonito, mas é o que está previsto na legislação. Somos uma instituição, todos os nossos bens são tombados, e quando eles se tornam inservíveis, a gente faz um processo de desfazimento desses bens, não ficar estocando nos galpões aí. Então, houve doação no início de quase 50 toneladas de material que estava se deteriorando nos nossos galpões através do desfazimento de bens. Em resumo, é esse o trabalho feito pela Comissão de Gestão Ambiental dentro da Universidade Federal da Paraíba. Deixo aí os nossos contatos, nos visitem no Instagram para a gente trocar algumas ideias. Agradeço a todos e até um breve encontro. Bonjour à tous, je voulais tout d'abord remercier les organisateurs de ce congrès de m'avoir invité et de m'avoir proposé d'y participer et d'y présenter les résultats d'un projet de recherche dont je vais vous parler. Et donc ce projet de recherche, nous l'avons mené entre 2014 et 2018 dans différentes villes. Je vais vous en parler juste après. L'objectif de ma communication est évidemment de vous parler de déchets, nous sommes tous là pour ça, mais surtout d'essayer de voir ce qu'il se passe dans les pays en développement de façon très large. Vous allez voir qu'on a appréhendé cette notion, cette catégorie de façon assez large, et donc de voir comment ces pays-là étaient confrontés au modèle traditionnellement mis en avant au niveau international de gestion des déchets, j'y reviendrai, et puis voir quelles sont les limites de ces pays et les limites de l'application de ce modèle, et du coup, essayer de comprendre comment ces pays en développement imaginent leur propre modèle de gestion des déchets de façon à faire face et intégrer leurs propres difficultés. Encore une fois, cette question de pays en développement, nous l'avons prise de façon assez large. Voici les différents pays dans lesquels nous avons travaillé. Donc, vous voyez 2 pays, 2 villes, plus exactement en Amérique latine, 2 villes en Afrique et puis 2 villes en Asie, avec des niveaux de développement très variés, très distincts, entre des villes comme Bogota ou comme Delhi qui ont une activité industrielle par exemple très poussée, ou une activité tertiaire très poussée, et puis des villes beaucoup plus de taille beaucoup moindre. Évidemment, la réalité de la gestion des déchets n'est pas la même. L'idée était pour autant de pouvoir avoir une approche similaire sur ces différents terrains et de comprendre en quoi, encore une fois, la confrontation de ces villes avec un modèle international standardisé de gestion des déchets ne fonctionnait pas complètement et avait besoin d'une application locale. Alors pour ça, pour comprendre un petit peu comment les villes s'adaptent et comment la question d'une gestion à moindre coût se met en œuvre dans ces territoires-là, je vous propose déjà dans une première partie de faire un diagnostic très général de cette question des déchets dans les pays du sud de la planète, encore une fois, avec toutes les limites que cette notion a et toute la diversité de réalités qu'on a derrière cette notion de pays du sud. Un des premiers points toutefois qui est considéré comme récurrent dans les pays du Sud, par rapport à cette question des déchets, c'est une difficulté à les gérer évidemment et la présence massive des déchets dans l'espace public.
Vous voyez à travers cette photo un environnement local qui est généralement assez pollué, encore une fois avec de très grandes différences. Vous êtes au Brésil, vous savez exactement comment ça se passe et vous savez qu'entre les différentes régions du Brésil, entre les différentes villes du Brésil, on a des réalités très différentes. Donc c'est la même chose un petit peu à l'échelle planétaire. Donc ici, une photo qui illustre la présence des déchets dans l'espace public, sur les bords d'une route en l'occurrence. Donc un environnement local plutôt pollué, ça c'est une caractéristique relativement classique des pays du Sud. Pour autant, cet environnement local pollué est à comparer avec l'environnement global et avec l'impact global des villes sur la planète. Et le fait que l'environnement local soit plutôt contaminé par les déchets masque très souvent dans l'esprit du grand public comme des décideurs politiques le fait que l'environnement global soit plutôt préservé par ces pays du Sud. C'est-à-dire ici, vous avez une carte, alors je m'excuse, elle est en français, avec la production de déchets par jour en kilos par habitant de différentes villes du monde. Et donc, vous voyez que certaines villes, alors j'ai rajouté aux villes dans lesquelles on a travaillé, j'ai rajouté la France et l'Allemagne ici, afin d'avoir un comparatif. Vous voyez que la production de déchets en France, de déchets ménagers et assimilés, est de 1,4 kg par habitant et par jour. En Allemagne, on monte à 1,7, alors que dans la plupart des villes du Sud, on est en dessous les 1 kg de déchets par habitant et par jour. Vous voyez qu'à Antananarivo, à Madagascar, on descend à 0,4 kg, que des villes comme Delhi, Lomé, Surabaya, on est autour de 0,6. En Amérique latine, on peut monter un petit peu plus haut, on est à 1 kg à Bogota par exemple, mais que globalement, les pays du Sud vont avoir une production de déchets moindre, et donc ça veut dire un environnement global préservé, dans le sens où si vous produisez moins de déchets, l'impact de vos déchets sur la planète sera moins important quantitativement. Ne pas oublier qu'en France, en Allemagne, même si on recycle une partie des déchets, le recyclage a un impact négatif sur l'environnement. Alors moins négatif que de les enfouir dans des centres d'enfouissement technique, mais le recyclage a toutefois un impact qui reste plus négatif que de ne pas produire de déchets du tout. C'est en ça que les pays du Sud ont finalement un impact qui va être moindre. Encore une fois, des différences, l'Amérique latine se retrouve comme chaque fois en situation un peu intermédiaire entre les pays du Sud africains ou sud-est asiatiques et puis des pays du Nord, des pays notamment européens. Ça, on le retrouve, cette diversité des cas latino-américains, on la retrouve plus spécifiquement dans la ville de Lima. Vous voyez que sur cette carte, la ville de Lima, il y a 3 cercles sur la ville de Lima, avec des niveaux différents, puisque à Lima, nous avons travaillé de façon plus précise à l'échelle de 3 quartiers qui géraient de façon différente leurs déchets, et donc qui ont aussi une production différente de déchets. Le quartier de Surco, ici, qui est un quartier riche, qui est le quartier le plus aisé, le plus riche de la ville de Lima et de tout le Pérou, a une production qui s'approche des niveaux de production européens, alors que des quartiers comme Comas ou VMT, Villa María del Triunfo, qui sont des quartiers plus populaires, ont une production de déchets bien moindre. Donc encore une fois, ne pas mélanger avec l'aspect des villes, l'aspect des espaces publics qui parfois peut présenter des pollutions liées aux déchets, la présence de déchets, et un impact global sur l'environnement qui reste de moindre ampleur. Cet impact, on le retrouve ici aussi à travers un autre indicateur, mais je ne vais pas m'y attarder, la consommation intérieure apparentée de matière, c'est-à-dire quelle est la quantité globale de consommation des différents pays. Et vous voyez qu'encore une fois, l'Union européenne consomme par habitant plus de 13 tonnes de matière par an, alors que le Togo ou Madagascar vont être entre 2000 et 4000 tonnes. Donc on a une consommation de matière dans les pays du Nord beaucoup plus forte, et donc une production de déchets beaucoup plus forte. Encore une fois, on différencie l'impact local sur l'environnement et cet impact global. Et donc, deuxième élément de ce diagnostic de la gestion des déchets dans les pays du Sud, avec encore une fois la diversité qui existe entre les pays, c'est la question du recyclage. Est-ce qu'on fait du recyclage dans les pays du Sud? A priori, on pourrait dire très souvent non. Alors, je mets des pays comme le Brésil de côté, puisqu'il se passe des choses très intermédiaires au Brésil, mais la plupart des pays, du moins tous les 6 villes et les 6 pays dans lesquels on a travaillé, n'avaient presque aucune politique de recyclage
formelle telle qu'elle existe en Europe, par exemple, avec des camions qui viendraient collecter les déchets recyclables dans chaque maison. Ça n'existe pas. Ici, vous voyez une carte avec les taux avec les niveaux de collecte des déchets. Alors pourquoi ça n'existe pas, cette collecte formelle des déchets recyclables? Puisque déjà, dans la plupart des pays, pas le cas en Amérique latine, mais c'est le cas en Afrique et c'est le cas en Asie, dans la plupart des pays, la collecte municipale en porte-à-porte n'existe pas. C'est uniquement de la collecte via de la pré-collecte. Donc, on a les pré-collecteurs qui vont ramasser les déchets dans les rues, qui sont pré-collecteurs qui sont payés par les ménages. Et puis ensuite, le camion de la municipalité ne récupère les déchets que dans certains points plus ou moins identifiés. Donc, on n'a aucun tri, aucun recyclage de ces déchets. Pour autant, cette absence de recyclage cette absence de recyclage formel ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de recyclage. Il y a du recyclage, évidemment. Vous avez des catadores au Brésil qui existent, mais ce recyclage se fait de façon informelle. Vous avez ici une photo d'un recycleur à Lima qui va fouiller les poubelles pour récupérer les déchets. On verra après qu'un des enjeux, c'est justement de travailler avec ces recycleurs informels. Mais ce qui veut dire que le recyclage existe dans les pays du Sud et il ne faut pas être sur l'idée qu'il n'existe pas. Il existe, mais de façon différente, de façon informelle, alors avec ses défauts, avec ses limites. Mais pour autant, l'idée est de ne pas nier l'existence de ce recyclage informel en l'occurrence. Un des points très importants aussi sur ce recyclage, c'est qu'en réalité, les déchets recyclables, ce ne sont pas du tout les déchets les plus importants en termes quantitatifs. Alors, c'est un peu le cas dans les pays du Nord, où vous voyez avec ce graphique que l'essentiel des déchets produits vont être des déchets plastiques, des déchets papier, carton, des déchets de verre. Donc, ces trois catégories cumulées font l'essentiel, et là, c'est des déchets recyclables. Mais que dans les pays du Sud, avec encore une fois toute la diversité qui existe dans ces pays du Sud, les déchets organiques représentent la majorité, jusqu'à 70-75% des déchets à Madagascar, par exemple. Et donc, c'est des chiffres un peu moindres en Amérique latine, mais on est tout de même autour de 50% en Amérique latine. Donc, cette production de déchets organiques est très importante. Et en réalité, quand on s'occupe de recyclage, on pense au recyclage des déchets secs, des plastiques, des papiers cartons, mais il faudrait surtout se préoccuper du recyclage ou de la valorisation des déchets organiques qui représentent l'essentiel des gisements. Et puis, troisième élément de diagnostic de la gestion de ces déchets dans les pays du Sud, c'est la question des budgets. La question des budgets, de l'argent disponible pour gérer les déchets est évidemment très importante. Plus on a d'argent pour gérer les déchets, plus on va facilement pouvoir les gérer de qualité. C'est assez basique, assez logique. Cette question des budgets, alors les budgets sont bien moindres que dans les pays du Nord. Je vous ai mis ici sur la carte les différents budgets disponibles dans les villes dans lesquelles on a pu travailler. Vous voyez qu'en France, le budget est autour de 89 € par habitant pour gérer les déchets. Et dans la ville qui a le meilleur budget dans laquelle on a travaillé, c'est Bogota, où on atteint à peu près 20 €, 19,68 €. Donc on a des budgets disponibles bien moins important. Pour autant, Bogota reste un budget bien plus important que les autres villes. Vous voyez que des villes comme Surabaya en Indonésie, on est à 5,25 €. La même chose à Lomé au Togo. Et puis on descend encore beaucoup moins à Antananarivo, à Madagascar, où on est à 0,55, moins d'1 € pour gérer une tonne de déchets. Donc évidemment, ces budgets limités sont importants. D'où la thématique de ma présentation. Comment gérer les déchets, malgré le fait que ces budgets soient limités. Il y a deux positionnements. Soit on essaye de mettre en œuvre les standards internationaux dont je vous parlais, qui peuvent exister en Europe, par exemple, mais pour ça, on a besoin de budgets très importants. Et donc, est-ce qu'on va chercher ces budgets? Ou l'autre solution, qui est en train d'être mise en œuvre de plus en plus, c'est de se dire, d'assumer la disponibilité de ces budgets et de se dire comment on va faire avec ces budgets bien très limités. Et alors, comment procèdent les différentes villes dans lesquelles on a pu travailler? On a plusieurs systèmes qui existent, et puis on essaiera d'analyser ça ensuite. Je vais déjà vous les présenter de façon rapide. Plusieurs systèmes qui existent pour gérer ces déchets. Le premier système, c'est de déléguer l'amont de la collecte, c'est-à-dire de se dire que le service municipal ne va pas aller faire du porte-à-porte pour récupérer les déchets, mais il va simplement passer sur les principales avenues, passer dans certains points de regroupement identifiés, et puis ensuite charge aux habitants de se débrouiller pour y amener leurs déchets. Alors parfois, ils vont passer
Parfois, ils vont directement eux-mêmes amener leurs déchets vers ces points de regroupement. Et puis, la plupart du temps, les habitants vont passer par des pré-collecteurs. Ici, vous avez une photo d'un pré-collecteur de déchets à Lomé, au Togo. Et puis, ces pré-collecteurs organisent eux-mêmes la pré-collecte et vont eux-mêmes se financer directement auprès des habitants. Donc, vous avez une carte ici de la ville de Lomé qui a été sectorisée, où la ville a tenté d'organiser cette pré-collecte. Et c'est là où je vous disais que la ville innove, la ville recherche de nouvelles solutions en se disant, bon, on n'a pas les moyens, nous, d'aller directement collecter les déchets, on va passer par ces pré-collecteurs et on va essayer de les organiser spatialement, de découper le territoire pour qu'ils puissent rationaliser un petit peu cette pré-collecte. Ça fonctionne relativement bien puisque un des éléments importants, par exemple, c'est que les pré-collecteurs ont une relation de confiance directe avec les habitants, ils connaissent les habitants et donc les habitants payent pour l'essentiel cette taxe aux pré-collecteurs, alors que lorsque c'est la mairie la mairie centrale de la ville de Lomé qui vient demander l'argent aux habitants, il n'y a pas de relation de confiance qui existe entre les habitants et l'institution publique, et du coup, cette taxe n'est pas payée. Donc, ce n'est pas forcément une question de coût, même si c'est important, mais c'est surtout une question de confiance entre les acteurs. Cette pré-collecte, elle existe un petit peu partout, sauf en Amérique latine, mais en Asie et en Afrique, c'est quelque chose de très généralisé. Donc, vous avez ici des photos de Surabaya en Indonésie, avec ses pré-collecteurs. Alors, au Togo, ils avaient des tracteurs. En Indonésie, ils ont des charrettes à bras. Et puis, différents points de collecte qui sont organisés à Madagascar, à Antananarivo, en Inde, à Delhi, avec des modalités un peu différentes. Mais on retrouve ces points de collecte pour essayer de rationaliser la présence des déchets dans l'espace public. La deuxième façon de gérer les déchets à moindre coût, c'est de confier une partie de la gestion de ces déchets aux habitants des quartiers, de confier cette gestion des déchets, donc de confier par exemple la pré-collecte aux habitants du quartier, ça c'est un petit peu ce qu'on a vu avant, mais de confier aussi le compostage aux habitants des quartiers. C'est des choses qui peuvent être faites dans certaines villes, de confier le nettoiement et le fait de balayer les rues aux habitants des quartiers. Ici, vous avez deux photos de la ville de Surabaya en Indonésie, qui compte plus de 6 millions d'habitants dans toute son agglomération, donc c'est une ville assez conséquente, et qui a mis en place tout un système d'incitation aux habitants pour entretenir leur quartier, pour entretenir leurs rues, pour collecter leurs déchets, pour entretenir leurs espaces verts. Et cette incitation se fait à travers un système de concours. Chaque année, un concours de la ville récompense le quartier le plus propre. Et donc chaque quartier met en place aussi son compost. Vous avez avec la photo à droite un composteur de quartier qui permet de valoriser les déchets verts. Alors les déchets verts et les biodéchets, les restes alimentaires, les épluchures directement au niveau du quartier. Ce système fonctionne bien à Surabaya puisqu'on a une tradition de fonctionnement des quartiers qui s'appelle les kampung, un fonctionnement assez autonome de ces quartiers et assez collectif. Depuis toujours, ces quartiers gèrent tout un tas de services publics de façon collective, sans intervention de la municipalité, ce qui fait que quand on rajoute cette gestion des déchets, ça fonctionne assez bien puisqu'il y a cette culture-là. Ce n'est pas forcément une culture qui existe dans toutes les villes. Et puis, donc on a l'entretien des quartiers, des espaces verts, et puis on a aussi le tri des déchets qui est mis en place dans cette ville de Surabaya directement par les habitants. Donc ici, vous avez deux photos qui parlent d'une waste bank, une banque de déchets qui existe. Alors chaque quartier a sa propre waste bank, sa propre banque de déchets, avec l'idée que les habitants eux-mêmes vont amener leurs déchets recyclables dans cette waste bank qui est située à l'entrée du quartier. Et puis ensuite, cette banque revend les déchets à des racheteurs, des commerçants de déchets. Et l'argent est utilisé collectivement pour le quartier. Donc c'est de l'argent qui ne retourne pas aux habitants individuellement, mais qui retourne aux habitants à tout le quartier pour pouvoir ensuite mettre en place une politique d'amélioration de la qualité de vie dans le quartier en fonction de ce que veulent faire les habitants. Encore une fois, ça marche en Indonésie puisqu'il y a une vraie solidarité entre les habitants d'un quartier. Ça marche aussi un petit peu à Madagascar, à Antananarivo, dans une moindre mesure, où là, c'est beaucoup le compostage. Ce n'est pas le tri et le recyclage, mais c'est le compostage des déchets verts, des biodéchets, des déchets organiques qui est mis en place, où on a un certain nombre de quartiers
qui utilisent des composteurs collectifs comme ceux que vous voyez ici, avec un jardin collectif à coller. Et donc, les déchets organiques permettent d'être valorisés directement dans le jardin à côté et de fournir des légumes pour les habitants du quartier. Ça fonctionne aussi à Antananarivo, même si c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, troisième et dernière façon d'innover par rapport à cette gestion des déchets à moindre coût, c'est pour le coup ce que mettent beaucoup plus en place les villes d'Amérique latine. Les deux systèmes précédents de la précollecte et de la gestion de quartier est assez peu présent en Amérique latine, alors que le modèle que vous allez voir ici, vous le connaissez très largement en Amérique latine. Alors on a travaillé sur Lima, sur Bogota, mais on a des choses assez similaires au Brésil, et ce modèle vient même à la base du Brésil, notamment des villes du sud du Brésil, avec l'idée que le recyclage existe, je vous le disais, mais qu'il est informel, qu'il n'est pas contrôlé par les acteurs publics et que donc il est mis en place par des recycleurs informels, non légaux. Et donc toute l'idée, tout le concept, c'est d'aller travailler avec ces recycleurs, avec ces catadores, comme on les appelle au Brésil, d'aller travailler avec ces recycleurs et puis de pouvoir les intégrer dans la gestion municipale. Alors selon plusieurs modalités, ils sont parfois directement embauchés dans la gestion par l'administration municipale dans certaines villes, c'est assez rare. La plupart du temps, c'est une association plus ou moins formelle qui se met en œuvre. À Lima, on a eu une loi en 2009, la loi du recycleur, qui précise les conditions d'intégration des recycleurs à la gestion municipale. Ces recycleurs ne sont pas embauchés par la municipalité, mais sont reconnus par la municipalité, sont enregistrés par la municipalité, qui leur donne du matériel, qui leur donne des tricycles, comme on le voit ici, des gants, des équipements, pour qu'ils travaillent dans les meilleures conditions, pour qu'ils soient reconnus par la population. Et puis, en contrepartie, les récupérateurs, les recycleurs, s'engagent à avoir une action de collecte sur des zones définies et des quartiers définis. Ça fonctionne correctement. Alors, on a des incitations financières du ministère de l'économie et de l'environnement pour que ça puisse fonctionner. Et puis le modèle de Bogota qui est bien plus avancé, vous en avez peut-être entendu parler déjà. Le modèle de Bogota fonctionne selon le même principe, en gros, c'est-à-dire qu'on a des récupérateurs de déchets qui vont être reconnus, qui vont être officialisés par la municipalité, à condition qu'ils soient organisés. Petite différence avec le Pérou qui les prenait individuellement. En Colombie, on souhaite qu'ils soient organisés sous forme de coopérative. Et ensuite, ils peuvent aller dans la rue officiellement récupérer ces déchets. Alors officiellement, même s'ils ne répondent pas forcément à toutes les normes sanitaires, par exemple, mais pour autant, ils ont une autorisation de la municipalité. Donc, on est dans une autorisation partielle. La grosse différence de Bogota, c'est que les récupérateurs sont payés, gagnent de l'argent en fonction des quantités de déchets qu'ils vendent, mais ils sont aussi payés en fonction des coûts évités à la municipalité, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de kilos et de tonnes récupérées par chaque recycleur, la municipalité rémunère les recycleurs au titre des coûts évités, puisque la municipalité considère que le travail des recycleurs lui permet de ne pas collecter certains déchets, lui permet de ne pas mettre dans son centre d'enfouissement certains déchets, et donc lui permet d'économiser de l'argent. Et cet argent, elle le reverse en partie aux récupérateurs, ce qui leur permet d'avoir des conditions de vie et de travail bien supérieures, et notamment de pouvoir s'équiper avec des petites machines, comme on le voit ici, pour pouvoir commencer à faire un recyclage des déchets. Ce système n'a pas été mis en place de façon simple et ça s'est fait de façon assez conflictuelle au départ. Il y a eu plus de 10 ans de conflits dans la rue, de conflits devant les tribunaux colombiens, où ce sont les récupérateurs eux-mêmes qui ont fait cette demande d'être rémunérés par la municipalité, et ça a finalement été mis en place, mais avec beaucoup de péripéties. On pourra détailler. Et donc, vous voyez, je vous ai présenté très rapidement quelques initiatives des villes des pays du Sud pour pouvoir essayer de gérer ces déchets à moindre coût. Et vous voyez qu'une des solutions finalement mises en œuvre, alors est-ce que c'est bien ou pas bien, je ne suis pas là pour juger, c'est juste un constat après à voir comment on peut s'approprier cette idée. Mais le constat majeur est que pour pouvoir gérer ces déchets à moindre coût, les villes ont fait le choix de diminuer, d'altérer, de modifier l'ampleur du service public
et de se dire que le service public de gestion des déchets, qui à la base était comme ce que vous voyez sur ce schéma, c'est-à-dire on a la poubelle, on a le camion qui collecte le déchet et puis on l'évacue vers une décharge, un centre d'enfouissement. On a élargi un petit peu cette idée de service public en intégrant le recyclage, en intégrant le compostage. Ça, c'est dans la vision plutôt européenne de ce service public, où la municipalité assurerait la totalité du service. Et ce qui s'est passé dans les villes dans lesquelles on a pu travailler, c'est que finalement, on a restreint l'ampleur de ce service public. On a confié le recyclage aux récupérateurs informels ou en partie formalisés. On a confié le compostage plutôt aux habitants des quartiers, par exemple, ou parfois aussi à des structures autres. On a confié la précollecte des déchets aux précollecteurs, et donc le camion ne va plus jusqu'aux habitants. Et vous voyez qu'à travers tous ces systèmes, on a réduit petit à petit, c'est la tâche que vous avez en bleu sur ce graphique, on a réduit l'ampleur du service public. Et au final, une des solutions pour gérer les déchets à moindre coût, on ne peut pas trouver l'argent qui n'est pas disponible, mais c'est de réduire l'ambition finalement de la municipalité qui ne se concentre que sur une petite partie du service, qui va être de récupérer les déchets non recyclables dans les points de précollecte et de les envoyer vers une décharge ou un centre d'enfouissement. Et tout le reste est confié à des acteurs tiers qui, du coup, doivent se débrouiller pour se financer, que ce soit les précollecteurs, les recycleurs ou la communauté. Alors, soit ça coûte rien quand c'est la communauté et les riverains qui s'en occupent, soit ça coûte avec les précollecteurs et les recycleurs, mais ils se financent par eux-mêmes, alors avec différents mécanismes financiers. On pourra, il y a beaucoup de choses complémentaires. Les habitants interviennent directement, voilà, des mécanismes financiers qui permettent d'agir. Je vous ai mis sur la toute première, sur la deuxième diapositive de cette présentation, le lien vers le rapport qu'on a publié, le rapport complet qu'on a publié sur ce projet de recherche. Et donc, vous avez tous les détails sur ces différents mécanismes de financement. Là, je n'ai pas le temps de tout vous détailler. Un rapport qui est en français, en espagnol et en anglais. Vous pouvez choisir, je suis désolé, il n'y a pas encore le portugais. Et donc, ce service public a été rétréci, mais pour autant, ce qui reste important, c'est la coordination métropolitaine. Réduire le service public, tout le monde est capable de le faire, sauf que ça peut dysfonctionner de façon très rapide. Les territoires qui fonctionnent bien, les villes qui fonctionnent bien, je pense notamment à la ville de Bogota en Colombie ou la ville de Surabaya en Indonésie, on a réduit l'ampleur du service public, on a confié un certain nombre de tâches à des acteurs qui ne sont pas la municipalité. Pour autant, on a quand même une véritable coordination qui est effectuée à l'échelle métropolitaine par la municipalité ou par l'instance public qui intervient à cette échelle-là, de façon à coordonner l'action des différents acteurs, de façon à coordonner les modes de financement et d'être sûr que chaque acteur puisse y trouver son compte et puisse avoir le bon comportement. On n'aille pas à rejeter les déchets, par exemple, dans des dépôts sauvages. Et donc, pour ça, on a quand même des contrôles, on a quand même des financements, on a quand même des arbitrages qui sont mis en œuvre. Ce qui veut dire que ce système de désengagement du service public ne fonctionne qu'à condition d'avoir un acteur public fort, solide, qui soit en capacité d'aller intervenir, d'aller négocier, d'aller agir sur le terrain à travers d'autres acteurs. Donc, c'est ce qu'on a essayé de travailler à travers ce projet de recherche que j'ai essayé de vous montrer rapidement ici. Encore une fois, pour davantage de détails, je vous invite à aller voir le rapport qu'on a publié. Vous aviez le lien au tout début de la présentation et vous pourrez compléter ces éléments. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des besoins de précision, à m'envoyer un mail pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Je vous remercie. Olá, me chamo Maria Dias, secretária executiva de Meio Ambiente do Estado do Ceará, parabenizando primeiramente aqui a organização do Congresso, e assim, é com muita satisfação que o Estado do Ceará vem apresentar a sua política, né, nesse momento de dificuldade que o mundo está passando, mas nós continuamos caminhando na nossa política, implementando as nossas ações, para que nós possamos ter um meio ambiente mais saudável, uma população com qualidade de vida. E a questão dos resíduos sólidos tem sido uma problemática muito grande, não só no estado do Ceará, mas acreditamos que no Brasil inteiro, no mundo, né, a população tem que começar a visualizar e a enxergar essa política de forma diferenciada. E aí, nesse congresso, nós trouxemos uma temática que nos é bastante familiar, nos é bastante recente, muito jovem. Nós, ao longo de muitos anos, discutimos dentro do estado do Ceará uma política de resíduos sólidos que realmente se adequasse à nossa realidade.
E foram muitos anos de discussão, assim como foi também muitos anos a discussão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Foram praticamente 20 anos de discussão. Embora no estado do Ceará, a nossa lei de resíduos sólidos ela seja anterior à lei da Política Nacional, a nossa lei ela data de 2001. Entretanto, ela não trazia no seu escopo a ideia dessa questão consorciada, dessa questão agregada, dessa questão regionalizada. E com o advento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós tivemos que fazer toda uma acomodação do que a gente vinha trabalhando, até porque os nossos diagnósticos eles apontavam que nós não estávamos indo muito no caminho correto, porque nós estávamos trabalhando do fim para o começo, ou seja, só pensávamos na questão da construção do aterro sanitário como uma saída ou uma solução para a destinação dos nossos resíduos sólidos. Daí começamos a discutir, fizemos um diagnóstico do Estado e percebemos que a maioria dos municípios do Estado do Ceará, que já tinham, inclusive, construído aterros sanitários com recursos federais, enfim, e outros recursos, findaram virando lixões, né? E foram vários anos de estudo e percebemos que a incapacidade dos municípios fazia com que essa política, fez com que essa política ela desandasse, ela realmente ela não evoluísse. Viraram lixões e desses lixões a política realmente tornou-se algo muito preocupante para o Estado. Sabemos dos danos, à saúde humana, a questão ambiental, a poluição hídrica, né, que esses lixões provocam no mundo, né? No caso do Estado do Ceará, nos nossos municípios. E daí nós trouxemos essa temática, né, que ela está bem discutida dentro do Estado. Há 3 anos que a gente vem discutindo essa temática e ela vem se implementando de forma extremamente, com muita aceitação dos nossos gestores municipais. E a gente denominou aqui a nossa apresentação de municípios cearenses modernizam a gestão dos resíduos sólidos com ICMS socioambiental. Então, por que modernizam? Né? E daí, dentro desse histórico que eu relatei nessa minha fala, eu gostaria assim, de demonstrar para vocês as fragilidades que nós vivíamos, né? Até então. O estado do Ceará é um estado que contém 184 municípios. Dos 184 municípios, hoje nós só podemos dizer que temos 3 aterros sanitários, né, realmente licenciados pelo nosso órgão ambiental, os outros são lixões ou alguma remediação que tenha sido feita, mas o aterro sanitário, à luz das normas da BNT, nós podemos dizer que nós temos 3 aterros sanitários, também à luz da legislação ambiental. Temos a sorte de que praticamente 50% da população do Ceará está na região metropolitana e esses aterros estão concentrados exatamente na região metropolitana. Então, pensando em termos de população, hoje nós temos praticamente 45% a 50% da população atendida com aterro sanitário. Mas, se nós formos falar em número de municípios, então nós temos aí um número extremamente representativo e preocupante. E aí, todo ano, quando nós fazemos a análise do Índice de Qualidade Municipal, que é um indicador que nós trabalhamos para o repasse do ICMS, né, nós avaliamos quantos lixões vão acrescentando, vão aumentando dentro do Estado. E o que nos preocupa muito é que a gente não via, né, ao longo desse trabalho todo, nenhuma redução desses lixões, muito pelo contrário. Nós vimos sempre que eles cresciam. Então, hoje nós temos para mais de 300 lixões dentro do estado do Ceará, tínhamos, né? Hoje a gente já está trabalhando dentro desse novo modelo e nós estamos vencendo muito dessas questões através dessa modernização da gestão de resíduos sólidos, né? Nós tínhamos, até então, em 2009, uma política que não era uma política de gestão integrada, não era uma política consorciada, mas em 2009 começamos a repensar esse modelo. E aí, em 2009, nós conseguimos, né, trabalhar junto com a região de Sobral e a região de Limoeiro, 2 grandes consórcios. Né? Um desses consórcios, inclusive, já estão com as suas atividades funcionando, o seu aterro sanitário, as suas atividades de coleta seletiva, enfim. E o segundo consórcio, que é o que nós chamamos de Comares, né, que é o da região de Limoeiro, ele já se encontra também em fase de implantação. Então, vejam bem, isso foi em 2009.
E aí, a partir daí, nós começamos a repensar que foram muitos anos para a gente conseguir trabalhar apenas com dois consórcios. Algo estava necessitando. Então, nós precisávamos, em primeiro lugar, pensar em um modelo que pudesse reforçar a gestão pública, superar as fragilidades, já que a maioria dos nossos municípios são municípios pequenos, né? A maioria são municípios com 20, no máximo 30 mil habitantes, são poucos que têm acima de 100 mil habitantes, e nós precisaríamos também ter uma política que conseguisse superar todas as crises, né? Já que no Estado nós temos essas dificuldades, né? Temos aqueles períodos de seca, enfim, todas as crises que pudessem surgir, como, por exemplo, agora esse da pandemia, a gente pudesse estar trabalhando. E aí nós tivemos que adequar todas as nossas iniciativas a um custo menor, ou seja, nós não poderíamos pensar em uma política que tivesse um investimento muito alto, porque com certeza nós estaríamos mais uma vez fadados ao insucesso. E precisaríamos, acima de tudo, ampliar, né? Ampliar a sustentabilidade dentro dessa política, trazer os nossos catadores, né, muito responsáveis pela a questão da coleta seletiva no Estado, trazer para dentro dessa política, e daí a gente começar também a trazer o setor econômico, era preciso que o setor econômico também, é preciso que o setor econômico também esteja dentro desse contexto, para que a gente possa avançar, né, no que a gente chama hoje de economia circular. Daí, os objetivos da estratégia do Estado, eles tinham 3 pontos principais. Primeiro, ir menos aos lixões, ou seja, nós não poderíamos, de uma hora para outra, mandar fechar todos os lixões, porque nós não tínhamos recursos para construir aterros sanitários. Ou seja, se nós mandássemos fechar um, com certeza nós iríamos abrir mais 2 em outros locais. E aí veio essa iniciativa de se trabalhar não mais de trás para frente, mas de frente para trás, ou seja, do começo para o fim, né? De dentro de casa para resolver o problema, para chegar na destinação final. E aí começamos a discutir com os municípios essa ideia de ir menos aos lixões, e para isso nós teríamos que pensar num modelo que reforçasse esse ir menos aos lixões. E aí veio a ideia das coletas seletivas múltiplas, ou seja, fazer coleta seletiva de tudo aquilo que realmente a gente pudesse trabalhar. Mas que tudo isso só seria possível a partir do momento em que os municípios começassem a trabalhar de forma integrada. Eu chamo sempre essa nossa política de uma política solidária, ou seja, um tem que ir sempre ajudando o outro para que a política realmente possa se efetivar. E daí, em 2017, nós conseguimos, junto ao governo do Estado, uma modificação do decreto, que nós chamamos do ICMS, que é o decreto socioambiental, né? A partir desse decreto, nós temos um indicador dos 25% que o governo passa para os municípios, 2% é destinado a um indicador do meio ambiente, que nós fizemos essa relação exatamente com a questão dos resíduos sólidos. Com isso, nós incentivaríamos os municípios, né, que se vinculassem a essa questão, a romperem com essa paralisia que eles se encontravam, sempre justificando a falta de recursos. E aí, daí, junto ao governo, nós fizemos a alteração desse decreto, e esse decreto passou a trabalhar os municípios que tivessem ou que aderissem à gestão consorciada, eles passariam a receber os seus 2% do seu ICMS de forma integral. E aí, em 2018, nós conseguimos constituir, a partir dessa ideia, mais 6 consórcios, em 2019, mais 10, e atualmente nós temos 18 consórcios, né? Desses aí, nós temos 151 municípios consorciados, né? 70% deles são municípios pequenos, e os demais são municípios maiores, não tão grandes, mas maiores, né? São municípios que já conseguem alavancar a política ajudando os menores, dentro desse contexto, porque nós fizemos uma regionalização, onde nós tivemos 14 regiões de planejamento para serem trabalhadas a política de resíduos sólidos. E aí, dentro desse contexto também, discutimos com os municípios os critérios para se trabalhar essa política sustentável, com menor custo, e a gente não podia fugir do princípio da autossuficiência e da proximidade. E aí começamos, dentro de cada região, a desenhar os equipamentos necessários para que a gente pudesse aí trabalhar essa política. E aí daí veio, né? Os equipamentos que nós precisávamos, iniciando pela coleta seletiva múltipla, onde nós precisávamos de um central municipal de recebimento de resíduos, precisávamos dos ecopontos, e aí nós fomos desenhando, junto com esse município, todos esses fluxos. Então, hoje, os 18 consórcios, eles têm os seus fluxos desenhados, o plano estadual do Estado ele já foi publicado, a lei da política estadual também foi publicada em 2016,
o Estado elaborou os planos regionais e os planos de coletas seletivas múltiplas, juntamente com cada município. Então, hoje, em termos de plano de regionalização, de adequação e de modelo, o Estado do Ceará já está com a cobertura de praticamente 99% do seu território. Esses foram os produtos que nós apresentamos para cada município, os projetos também foram apresentados, além dos planos, e aqui são os modelos, né, os modelos dos nossos projetos. Da nossa central municipal, né, de acordo com a população, o tamanho varia, os ecopontos também, que de acordo com a população, o tamanho varia, e como instrumento de uso múltiplo, nós temos a peneira vibratória e o picador florestal, e aí ele vai servir para todo o consórcio. Alguns equipamentos são individuais e outros equipamentos são equipamentos consorciados. Aqui também a nossa central municipal, ela é mais ou menos esse modelo, o manejo integrado também aqui de todo esse modelo. Aqui nós temos os nossos slides, onde eles demonstram os galpões também de triagem, né, que é toda a nossa solução que nós apresentamos. Todos esses projetos foram entregues aos municípios, em pranchas, com orçamentos e tudo mais. No ponto de fazer exatamente a licitação. Aqui os nossos galpão de compostagem, né, um projeto de 1 a 3 toneladas por módulo, podendo chegar até 9 módulos. Aqui, continuando, aqui os nossos galpões de compostagem, né? E com isso a gente consegue claramente demonstrar uma redução de investimentos, né? E valorizar mais ainda os nossos materiais. E quando nós iniciarmos a construir os nossos aterros de rejeito, com certeza nós vamos ter aterros bem mais reduzidos, né? E não necessitando de um aterro grande, que precise, de grande porte, que chegue a um custo altíssimo. Mas todos os aterros, a maioria deles, né, que vão ser construídos, aterros de rejeito, dentro dos consórcios, dentro das regiões consorciadas, são aterros de pequeno a médio porte, não tem nenhum aterro de grande porte. E aí, o ICMS hoje, dentro do estado do Ceará, nós temos, finalizamos agora, né, a repartição do ICMS. Dentro desse contexto, nós conseguimos alavancar um número expressivo de municípios. Cada município que alcançou o seu índice de 2%, ele vai receber, em média, 350 mil, e tudo isso dentro do estudo de viabilidade econômica que nós elaboramos com essa proposta de coleta seletiva múltipla. No mais tardar em 5 anos, cada região dessa terá todos os seus equipamentos já implantados com os recursos do ICMS socioambiental. Tá? Essa é a nossa apresentação. Os detalhes da nossa apresentação ficam disponíveis e ficamos também disponíveis para as perguntas que, porventura, possam surgir. Obrigada. Bonjour, je m'appelle Pascale Martel-Naquin, je suis française et je travaille comme consultante scientifique et technique dans le domaine de la valorisation des déchets dans les pays du Sud. Un de mes domaines d'expertise depuis maintenant plus de 30 ans est la caractérisation quantitative et qualitative des déchets, c'est-à-dire la détermination pour un territoire donné de la quantité produite et de la composition moyenne d'un gisement de déchets. Les ordures ménagères, par exemple, mais ça peut être aussi les déchets de marché, de commerce ou d'entreprise. Une telle caractérisation est indispensable pour pouvoir dimensionner correctement les outils de gestion, comme les outils de collecte, de transport, de tri, de valorisation ou encore de stockage en décharge. Comme la composition des déchets peut être très variable selon les lieux, elle doit être déterminée systématiquement pour ne pas faire d'erreur de dimensionnement. Déterminer la composition des déchets, c'est une opération qui nécessite une méthode statistiquement indiscutable. En France, nous nous basons sur des normes, à l'élaboration desquelles j'ai travaillé d'ailleurs, pour prélever des échantillons représentatifs et en déterminer la composition. J'ai choisi de vous présenter aujourd'hui la méthode que nous avons utilisée il y a quelques années avec la plateforme Provadems d'INSA Valor à l'INSA de Lyon pour caractériser les ordures ménagères du Grand Lyon, une agglomération de plus de 50 communes et d'environ 1 million d'habitants. Nous avons sélectionné des bennes de collecte venant de zones de niveaux socio-économiques différents et trié 20 échantillons d'environ 500 kg pendant 2 semaines, c'est-à-dire 2 échantillons par jour avec une équipe de 6 personnes. Nous avons ainsi pu estimer pour chaque niveau socio-économique la composition moyenne des ordures ménagères résiduelles qui arrivent à l'usine d'incinération après le tri à la source que font les ménages et les activités économiques.
Nous avons réalisé un petit film vidéo de quelques minutes, sous-titré en espagnol, pour illustrer le déroulement de la caractérisation et je vous propose de le visionner, car rien n'est mieux que de voir pour comprendre. Alors pour cela, je vais faire un partage d'écran. Voilà. Alors j'espère que maintenant vous avez une meilleure idée de ce que peut être une campagne de caractérisation de déchets, la manière dont on peut travailler. Sachez que d'autres méthodes existent, par exemple pour caractériser les déchets des entreprises, les déchets de chantier ou bien ceux qui sont apportés dans les déchetteries. Alors si vous voulez revoir cette vidéo,
Je vais vous donner quelques liens. Donc, pour revoir la vidéo sur la chaîne YouTube de la plateforme Provadems, vous avez un lien qui est ici. Et puis, vous pouvez aussi consulter des documents qui se trouvent soit sur le centre de documentation de la plateforme Ressources. Donc, vous avez ici le lien qui vous emmène directement vers le guide opérationnel de la caractérisation que j'ai rédigé. Vous avez aussi sur le site de l'association Amorce une déchetthèque, un centre de ressources sur les déchets dans les pays du Sud. Et donc, en cliquant sur ce lien, vous accédez à cette boîte à outils. Et sur le site Optijet de l'ADEME, l'Agence française de la transition écologique, vous avez également des documents qui donnent des méthodes pour caractériser les déchets. Je vous laisse également mon contact et n'hésitez surtout pas à me contacter pour toute question ou besoin d'appui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que cela vous donnera la possibilité de pouvoir intervenir sur ce sujet dans vos propres contextes. Au revoir.